Prise de parole, quelques minutes. Demander à manger ah oui, il était là. Non, mais finalement, Qui prend la parole? N'importe qui peut prendre la parole? Je sais pas. nous, organisateurs, on est D'accord. je pense que les prises de parole sont déjà prévues. Ah, d'accord. Demandez plutôt à peut-être cette personne qui J'ai demandé, elle m'a dit de... Ah oui, mais ça me gave personnellement, la CGT, machin, ils sont toujours... Faut toujours pas qu'ils sont... Je sais, moi, je suis petit patron, je n'ai pas envie. Depuis un an, pas forcément l'adresse de Cédric. Je pense parce que j'ai envoyé des officiels. Et celui qui avait dans la... posé la candidature. Non, absolument pas. Ouais, on va interviewer. Oui. Bon, c'est un petit peu délicat. Vous passez bien, c'est quoi votre... Non, on dirait que c'est le droit citoyen. droit citoyen. Tu peux regarder sur l'application s'il y a du son, s'il te plaît? Les histoires d'étiquettes, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les étiquettes. Mais tu sais que j'avais découpé 2 étiquettes chaque fois parce que c'était un doute. Et en fait, c'est parce qu'il y en avait 2 autres qui avaient sauté. Il a fallu que je rajoute tout ça. Attendez, photo est dans le sens du dessin. Ouais, mais je vais écouter moi. Est-ce que Naguib est dans les parages? Putain, bah ça va parler. On n'entend pas, elle. Par le fric, parce que les grands labos pour moi sont responsables, ont déjà préparé, pour moi le vaccin il est déjà prêt. En tant que petite patronne, en tant que commerçante, est-ce que vous étiez présente hier à la manifestation pour les petits commerçants? Non, j'y étais pas, parce que comme je vous dis, ce que je trouve, c'est que chacun fait sa petite manif de son côté. On doit être beaucoup plus nombreux. Là, bon, je ne sais pas combien on est, je ne sais pas, vous verrez, vous me direz. Le gros problème, c'est que chacun fait, je le répète encore une fois, chacun fait sa petite manif de son côté, et c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut vraiment qu'on aille tous, mais tous dans le même sens. Mais pas que les petits commerçants, pas que les petits patrons, les chômeurs, les étudiants. Vous avez vu, ils ont encore tabassé des étudiants. Est-ce que c'est normal de tabasser des étudiants? Là, maintenant, ils sortent, alors ils ont sorti la loi, la retraite, à partir de ceux qui sont nés en 1965, 63 ans. Après quoi? Ils sortent des lois de plus en plus terribles pour tout un chacun. On va revenir sur le sujet de la loi de sécurité globale, parce que c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui. Justement, vous avez parlé des étudiants qui ont été malmenés par la police, surtout des lycéens qui ont été malmenés par la police lors de leur blocus. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il sera bientôt peut-être impossible de filmer, de diffuser les images des policiers dans l'exercice de leur fonction? Je ne suis pas d'accord. Ça veut dire la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait un certain humoriste. Ça veut dire qu'on ne pourra pas filmer, ça veut dire que ils vont pouvoir frapper un peu plus. Moi je suis allée à des manifestations gilets jaunes, j'ai vu du gazage, j'ai vu des flashballs partir. Ça veut dire qu'ils pourront attraper n'importe qui dans un coin, le démonter, le tuer, parce que c'est ça en fait. Et on ne pourra pas les filmer? Non mais on marche sur la tête dans ce pays. Il n'y a plus de loi. Regardez, vous vous rendez compte qu'il y a des gilets jaunes qui ont été incarcérés alors qu'ils n'avaient rien fait, ils n'avaient pas cassé de vitrine ni rien. Eux, ça va être encore pire. Ça veut dire qu'ils auront la force,
puisque c'est la force qui est censée nous protéger, mais ils nous protège de rien du tout. Et moi, je lance aussi un appel aux forces de l'ordre. S'ils ont des familles, si vraiment ils aiment leur famille, leurs enfants, ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre leur famille aussi. Et il ne faut pas qu'ils oublient, il y a une chose, peut-être que les gens ne sont pas au courant, il y a un projet qui est en train de se préparer en Arabie Saoudite, c'est le projet NEOM, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont les remplacer un jour. Ça veut dire qu'on pourra donc encore plus cette loi-là. Si on ne peut pas les filmer, ça veut dire que demain un robot, moi je suis là, je ne vais pas être d'accord, on va me tirer dessus, on va tuer n'importe qui. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Votre appel est passé, merci beaucoup madame, bonne soirée. On va se lancer. Si vous voulez bien vous rapprocher pour entendre les prises de parole. Bonsoir à tous, dans Citoyens, nous sommes en direct du quai aux Gagneurs, dans le quartier préfecture de Lyon. De nombreuses personnes se sont réunies ce soir sur le quai aux Gagneurs afin de manifester contre le projet de loi sécurité globale, une loi qui est jugée comme étant liberticide et comme étant une grave atteinte à la liberté d'expression. Ouais, du coup, on va se lancer. Je vais faire un petit mot bref. Déjà, merci à tout le monde d'être venu. On a organisé ça vraiment dans l'urgence, en réaction à la violence et à la rapidité de l'attaque, en plein confinement, en pleine crise sanitaire. Du coup, c'est une honte qu'on ait à faire ça là en ce moment. Moi, je préfère être chez moi, prendre soin des miens. Si c'est des solidarités pour aider tous ceux qui subissent la crise économique de plein fouet. Mais une nouvelle fois, on nous oblige à nous rassembler. Du coup, c'est parti de gens qui luttent ensemble depuis des mois et depuis des années maintenant. Ça a été impulsé par le CNNR, qui est une organisation qui s'est montée il n'y a pas longtemps et qui a pour but justement d'essayer de fédérer le maximum de personnes sur des causes communes. On a appelé les Gilets jaunes directement, ils ont répondu présents. On a appelé Fakir, merci à Nico d'ailleurs, qui nous a filé un énorme coup de main. Tout le monde nous a soutenus, XR, Alternativa, j'en oublie plein, la CNTSO, Éco-Défense qui a rejoint, Le Vent se lève aussi. Tous ensemble là pour faire face à cette dérive autoritaire. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps. Il y a différents intervenants qui vont se présenter eux-mêmes. Ça sera peut-être le plus simple. C'est Georges de la LDH qui nous a soutenus aussi, qui va introduire le propos. Voilà, merci à vous tous. Bonjour. Je vais dire un mot au nom de la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme. Alors, on entend quelquefois l'idée que la proposition de loi de sécurité globale ne fait que défendre et protéger les forces de l'ordre et que nous sommes bien méfiants vis-à-vis de ce gouvernement à qui on prête des intentions cachées. Alors je laisserai à d'autres orateurs le soin de parler de la loi proprement dite, mais je vais parler ici des gens qui ont critiqué l'usage qu'a fait le gouvernement des forces de l'ordre, je veux dire. Parce que la proposition de loi s'insère dans un contexte notoire d'usage disproportionné de la force à l'encontre du peuple, qui constitue des violations graves des droits de l'homme par le gouvernement et qui dissuade les citoyens d'exercer leurs droits les plus fondamentaux. Ces usages de la force ont été dénoncés par le défenseur des droits, ils ont été dénoncés par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui par exemple déclare le 28 juillet 2020 que tout au long de l'année écoulée, de nombreux cas de violences policières, certaines ayant des conséquences dramatiques, ont été documentés et attestés. Ces usages ont été dénoncés par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je l'ai déjà dit ça. Ils ont été dénoncés par le Parlement européen qui condamne le recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de protestations et manifestations pacifiques et qui encourage les autorités à garantir une enquête transparente, impartiale, indépendante et efficace en cas de soupçon ou d'allégation de recours disproportionné à la force. Ces usages ont été dénoncés par le Conseil de l'Europe qui souligne l'importance qu'il y a à n'admettre aucune impunité en matière de violence policière afin que tous les manquements à la déontologie et à la loi pénale de la part des forces de l'ordre soient sanctionnés. Ils ont enfin été dénoncés par les Nations Unies qui indiquent que les restrictions imposées aux droits ont entraîné un nombre élevé d'interpellations et de gardes à vue, de fouilles, de confiscation de matériel, ainsi que des blessures graves causées par un usage disproportionné d'armes dites non létales, telles que les grenades et les lanceurs de balles de défense. Oui, nous sommes méfiants, oui, nous sommes inquiets,
Oui, nous sommes en colère, mais nous avons des raisons de l'être. Merci. Merci à Georges. Normalement, là, c'était Naguib qui devait intervenir. Naguib de l'Association des victimes des crimes sécuritaires. Naguib, est-ce que tu es dans le coin? Naguib? Non. Du coup, on avait demandé aux Gilets jaunes d'intervenir. Moi, je fais partie du mouvement depuis le début, mais j'ai déjà pris la parole, donc je ne vais pas reprendre la parole pour les Gilets jaunes. Là, c'est l'anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes. Du coup, est-ce qu'il y a Élise, Eric ou quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour les Gilets jaunes? John, je ne sais pas, mais quelqu'un. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je veux pas que mes enfants se retrouvent dans un champ en train de manifester pour leurs droits, pour cette planète qui est en train de crever, ce petit Rémi Fraisse qui s'est fait tuer avec une grenade d'encerclement. C'est dégueulasse. Moi je suis dans le mouvement des Gilets jaunes pour dénoncer ça. Je suis là pour mes petits-enfants. J'aimerais que les gens se réveillent. Mes enfants aussi, je les ai pas élevés dans ce monde-là. Et elles s'en aperçoivent pas. Réveillez-vous, dites-le autour de vous, les jeunes, dites-leur à tous, à vos copains, à tout le monde, que vous êtes on est en train de rentrer en Corée du Nord. Si on continue comme ça, j'ai entendu Attali en 2012 qui disait à ses amis, les futurs hauts fonctionnaires, il faudra une loi, il faudra une dictature pour gérer les peuples. Parce que on a besoin d'un ordre mondial complet. On va gérer la planète, on va gérer le monde, et vous serez obligés de suivre une certaine dictature pour gérer les peuples. Punaise, réveillez-vous, je vous en supplie, ne laissez pas ce monde à nos gosses. Merci à toi. Du coup, on va passer à... Merci à toi. On va passer à Charles d'ANV. Depuis des années, au sein des mouvements écologistes, Alternativa, Greenpeace, Extinction Rébellion et bien d'autres, et pas seulement au sein des mouvements écologistes, on assiste à une forme de radicalisation de la répression politique. Quelques exemples. En 2015, lors de la COP21, des dizaines d'écologistes ont été assignés à résidence pour les empêcher de mener des actions de désobéissance civile non violente. À Bure, où se situe le site d'enfouissement de déchets nucléaires, CIGEO, c'est également une justice politique qui est à l'œuvre. Pour museler la contestation, tout l'arsenal de surveillance et de répression est utilisé. Mise sous contrôle judiciaire, écoute téléphonique, caméra aux fenêtres des habitations. Vous avez sûrement entendu parler des décrochages de portraits d'Emmanuel Macron, menés par ANV COP21. Pour ces actions, 235 personnes ont été interrogées, 128 placées en garde à vue. Il y a eu 86 perquisitions et pour l'instant 81 personnes poursuivies. Par une circulaire interne de la gendarmerie, nous avons même appris que le bureau de lutte antiterroriste a été saisi. Là encore, l'État cherche à intimider, à criminaliser les mouvements sociaux. Ne le laissons pas se doter de nouvelles armes pour tuer toute opposition. La reconnaissance faciale en temps réel, grâce à des caméras portables, et la surveillance par drone sont particulièrement intrusives. Elles menacent la liberté d'expression et la liberté de réunion, qui sont fondamentales. Enfin, la possibilité de filmer les forces de l'ordre pour documenter les violences abusives est nécessaire au contrôle démocratique de l'institution policière. Nous empêcher de filmer, c'est cautionner les dérives dont nous avons fait l'expérience par le passé. Les exemples sont nombreux, trop nombreux. Pour Alternativa Environ, je citerai le blocage d'un entrepôt Amazon, il y a à peine un an, où nous avons pu voir des jeunes et des moins jeunes frappés, étranglés, traînés au sol. Et nous ne sommes pas les seules victimes de ces abus, loin de là. C'est la liberté de militer et de manifester qui est en danger. En criminalisant et en dépolitisant tout mouvement contestant l'ordre établi,
L'objectif est d'annihiler toute forme de contestation. Cette proposition de loi est indigne. Elle est mauvaise pour la liberté, nuisible au respect que l'on pourrait avoir pour les institutions, néfaste pour le pays. La répression doit cesser et les critiques doivent être entendues pour que la démocratie continue d'exister. On va essayer. Bonsoir, Sophie pour l'Union départementale CGT du Rhône. Nous sommes toutes et tous rassemblés ce 17 novembre, puisque c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale examine en première lecture la proposition de loi dite de sécurité globale. Avec l'autorisation, entre autres, de l'utilisation des drones, cette loi, si elle était adoptée, aggrave les difficultés déjà grandes de manifester, d'informer et de s'informer. De plus, si elle autorise la transmission en direct des images captées par les caméras individuelles des forces de l'ordre, elle interdit en parallèle la diffusion de celles des forces de l'ordre prises par les citoyens et citoyennes dans son article 24. Certes, cette interdiction n'est pas inscrite clairement, mais personne n'est dupe. La notion de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique est suffisamment vague pour qu'elle soit sujette à interprétation. Dès lors, dénoncer les violences policières sera d'autant plus complexe que les images de celles-ci seront potentiellement devenues illégales. Nous ne pouvons que constater l'évidence. Les choix du gouvernement opposent les citoyens aux forces de l'ordre en donnant tout pouvoir à ces dernières et en nous privant des moyens de protection. De fait, cette loi acte de la posture de la police comme ministre de l'État et non ce qu'elle devrait être, un service public au service du public. Elle donne à l'État les moyens d'organiser la collecte d'informations, la constitution de dossiers et la surveillance des manifestants, des citoyens, au même titre que si nous étions en guérilla. Nous sommes ici ce soir parce que nous refusons de devenir des clandestins, de voir déclarer illégale notre résistance aux violences étatiques. Un gouvernement et sa police, dignes de la France, terre des libertés, ne peuvent considérer les citoyens comme des menaces. L'opposition démocratique ne peut être systématiquement combattue, réprimée ou empêchée. Et tant qu'elle le sera, nous serons là pour faire barrage aux mesures liberticides. Merci. Je ne sais plus quel micro on doit utiliser. Maintenant, je vous demande d'accueillir Naguib, le temps attendu qu'on réclamait. Merci. Bonsoir à tous. Donc je me présente, Naguib. Nous luttons. D'accord. Nous luttons contre les violences policières et les crimes de la police depuis une quarantaine d'années. Ça peut paraître curieux, 40 ans, mais le temps passe vite. On a connu donc l'évolution de la police dans les quartiers populaires. À savoir que nous, depuis plusieurs années, nous organisons des manifestations. On a vu aussi le degré de violence qui s'est perpétué depuis les années 2005 avec la loi d'état d'urgence, où il y a eu vraiment une montée en gamme dans la violence, où il y a eu les policiers de la BAC qui sont bien rodés dans les quartiers populaires avant d'intervenir aujourd'hui, depuis 2 ans, perpétrer ces violences. Une sorte d'expérimentation, c'est dans les quartiers populaires, à savoir que les premiers lanceurs de balles ont été utilisés dans les quartiers en 2005, avant d'être utilisés dans les manifestations, chose qu'on ne voyait pas dans les manifestations à notre époque, où il y avait une volonté à ce que les manifestations se passent comme il se doit, où il y avait seulement une volonté des forces de l'ordre, faire en sorte que la manifestation, ça soit vraiment seulement un guide dans la circulation. On a vu donc l'évolution de la police, où il y avait une intrusion de la police dans la politique. Il y avait toujours un mariage police-justice qu'on a toujours connu, avec les impunités policières. Par contre, ce qu'on n'avait pas connu à l'époque, c'était vraiment une intrusion de la police dans le domaine politique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la police, c'était la police qui se pliait à la loi de la République. Aujourd'hui, c'est la politique, la République qui se plie aux vœux de la police.
On a vu depuis plusieurs années l'évolution la puissance des syndicats de police, où vraiment il y a une volonté de la police de vraiment faire en sorte que ce soit des passe-droits dans tous les domaines, aussi bien dans les meurtres perpétrés contre les jeunes dans les quartiers populaires, aussi bien dans les violences perpétrées contre les manifestations des Gilets jaunes, et même des simples manifestations qui se passent en toute légalité. Comme on a vu récemment, il y a une volonté aussi de faire en sorte que toutes les manifestations d'ordre social soient étouffées, soient violentées, pour faire en sorte que les manifestants soient dissuadés de descendre dans la rue. Donc nous aussi, depuis le confinement, on a vécu aussi une répression policière, notamment à Vanvelin, parce que nous sommes à Vanvelin, mais ça se passe aussi dans d'autres quartiers, où il y a des drones tous les matins qui passent, des drones militaires qui passent sur Vanvelin. Nous, on a noté toutes les heures, mais bon, on n'a pas que ça à faire, mais on a noté en tout cas les heures de passage de ces drones qui passent le matin et qui reviennent l'après-midi, qui atterrissent à l'aéroport de Bron. Ça, c'est vraiment une volonté de surveillance des quartiers populaires, de la ville de Lyon et d'autres villes en général, faire en sorte que ce qui se prépare, je pense qu'on est en dessous encore de la vérité, et je pense que si on nous avait dit il y a 6 mois seulement ce qui allait se passer aujourd'hui, on aurait dit mais c'est pas vrai. Là, on est vraiment dans la science-fiction, mais je pense qu'on est seulement à la moitié du gain encore. On n'a pas traversé encore la totalité de ce qui peut encore arriver à la population aujourd'hui. Je pense que l'urgence, c'est que toutes les organisations des quartiers et toutes les organisations politiques ou non politiques soient unies aujourd'hui. Il y a eu des réticences, on l'a vu, nous, en fait, au sein des quartiers, on n'a pas eu de réticence à participer aux manifestations, que ce soit d'ordre social, syndicaliste, gilets jaunes, mais par contre, parfois il y a une crainte à ce que d'autres organisations viennent manifester avec nous lorsque des manifestations s'organisent par les quartiers populaires. On a vu récemment, il y a 15 jours, on a organisé une manifestation contre les violences policières. Au début du confinement, il y avait très peu de personnes. Ça, c'est désolant. Donc on appelle à toute une mobilisation générale, au-delà des clivages, au-delà des opinions politiques, à ce que nous devons nous rassembler aujourd'hui parce que la situation est très grave. Je vous remercie. Bonsoir, moi je suis Shaïbia, infirmière, militante à Sud Santé Sociaux à l'hôpital Édouard Herriot. Alors moi je suis là ce soir pour les hospitaliers, pour alerter sur la souffrance qu'on est en train d'endurer. Voilà, je pense que c'est vachement important, alors j'ai amené ça parce que ça fait des années qu'on l'a, tais-toi et bosse. On est sorti en manif pour contester le fait qu'ils sont en train de zigouiller l'hôpital public. Aujourd'hui, avec cette loi liberticide, ça va être vachement plus compliqué pour nous. Et vraiment, dans nos hostos, là aujourd'hui, on était avec un délégué CHSCT qu'on a empêché de rentrer dans un service parce que c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blouse et il n'y a plus de soignants. C'est les élèves infirmiers qui prennent le relais. Donc on essaie un petit peu de faire alerter la population parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de nous, il s'agit de tout le monde. Ce qui se passe dans les EHPAD, pour moi, c'est vraiment un crime d'État. On laisse crever les gens sans aucun matériel, sans aucun personnel. Ça fait des années qu'on alerte et aujourd'hui on veut nous empêcher d'alerter, mais c'est grave quoi, faut arrêter maintenant. Moi mes parents quand ils sont arrivés en France, parce que je suis d'origine étrangère, eh ben, j'ai eu une discussion avec eux hier, ils m'ont dit mais c'était mieux avant. Quand ils sont arrivés, il y avait un vrai système social. On était accueillis correctement. Aujourd'hui, qu'on soit noir, blanc, vieux, jeune, on est traités comme des chiens.
Et je suis désolée, mais la santé, c'est un droit. Et aujourd'hui... Donc, bon, merci. Voilà, moi ce soir on n'est pas nombreux parce que sincèrement on a fait une réunion sur l'hôpital Édouard Herriot avec des camarades de bloc et de Réa. Ils sont juste épuisés, ou alors ils ont le Covid parce qu'on les a obligés à bosser avec des gens qui avaient le Covid. Je suis très en colère ce soir. Il y a des tas de camarades qui ont chopé le Covid parce qu'on les a obligés à bosser avec des gens qui avaient le Covid. Voilà. Et ces camarades, ils infectent leurs parents qui finissent en Réa. Voilà, donc ça fait des drames familiaux permanents tout le temps parce qu'ils n'ont pas été foutus de nous trouver du personnel depuis le mois de mars. Donc ce gouvernement ne fait rien si il fait des lois liberticides. Ce week-end, ils sont passés en force par rapport à la retraite. Donc, et on ne laissera pas, nous on est là, on ne laissera pas passer, parce que si on laisse passer, la santé c'est une manne financière énorme, et il faut se battre parce que la santé c'est un droit pour tous. Merci. Bonsoir. Alors, je vais essayer de resituer un petit peu le... Pardon. Bonsoir. Donc, je vais parler au nom d'un collectif qui s'appelle Surveillons-les, donc qui correspond donc au comité de liaison contre les violences policières de Lyon, et qui en fait, qui a récemment pondu un rapport qu'on a publié en fait très exactement aujourd'hui, qui permet un petit peu de remettre en perspective quels sont les projets gouvernementaux actuels, dont on a déjà parlé tout à l'heure, et qui consiste notamment à interdire ou tout au moins à entraver la possibilité de filmer les policiers dans le cadre de leurs interventions en manifestation. Alors, pour la petite histoire, ce rapport, on avait commencé à y réfléchir il y a quelques semaines en se disant ce serait bien de le sortir le 17 novembre, c'est-à-dire date anniversaire du lancement du mouvement des Gilets jaunes. Le souci, et en même temps c'est révélateur de tout le cynisme qui accompagne chaque choix gouvernemental depuis le début de ce quinquennat, en fait le souci c'est que le gouvernement a eu la même idée en faisant passer aujourd'hui donc devant l'Assemblée nationale une loi qui est porteuse de dangers sans doute inédits du point de vue des logiques de maintien de l'ordre en France depuis des décennies. Alors, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans le rapport, simplement insister sur trois aspects qui permettent aussi un petit peu mieux de comprendre comment à Lyon, on est aussi victime de ce qui se joue et de ce qui se décide à Paris depuis maintenant de nombreux mois. Alors, ce rapport il insiste sur trois choses en particulier. La première, donc, c'est la question des images. Donc, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la nécessité, en fait, pour le débat public et pour la justice, qu'on puisse avoir accès à un certain nombre d'images qui permettent d'attester de la réalité de l'ensauvagement policier aujourd'hui. À Lyon, ce qu'on a pu observer, ce que l'on sait, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'il est déjà très difficile en pratique de prendre des images des violences policières. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a différentes formes d'intimidation qui ont entravé la possibilité de pouvoir filmer ces violences. Des journalistes eux-mêmes, non pas que des journalistes devraient avoir des droits supérieurs à ceux des citoyens, les journalistes eux-mêmes ont été blessés, leur matériel a été saccagé dans le cadre de ce qui relève tout simplement de leur travail quotidien. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait que effectivement, et on peut le confirmer, les images sont importantes parce qu'elles préparent une médiatisation qui elle-même permet que des procédures s'enclenchent. D'accord ? Et il y a un point qui est important et qui est trop peu souligné pour le moment dans le débat public, c'est que le plus important dans le cadre d'un acte de violence policière, c'est que la justice démarre le processus tout de suite. Or, pour que la justice démarre son processus tout de suite, il faut que le procureur s'autosaisisse, c'est-à-dire sans attendre qu'une éventuelle victime fasse le choix de déposer plainte. Or, ce qui s'est passé, ou en tout cas ce que l'on a pu observer, c'est que dans les cas où en fait cette procédure est enclenchée tout de suite, l'accès aux preuves matérielles est plus facile. Ce qui rend possible du coup le déclenchement d'une procédure, voire même peut-être, dans de rares cas, l'aboutissement de cette procédure avec donc des policiers qui seraient déférés devant la justice. D'accord ? Donc, sans images, pas de capacité à produire des preuves fiables et donc pas de capacité à instruire tout simplement, donc encore une fois, la justice la plus élémentaire s'agissant des actes policiers en manifestation. La deuxième chose sur laquelle on insiste dans ce rapport, c'est ce qui relève donc du rapport à la plainte. Pour le dire clairement,
on a suivi le cas de 78 personnes victimes, en tout cas de 78 cas de violences policières. Sur ces 78 cas, seules 16 personnes, pardon, je vais y arriver, 16 personnes ont fait le choix de porter plainte. Comment se fait-il que moins d'un cinquième des personnes qui ont été victimes de violences policières décident de porter plainte? Pour la raison suivante, en fait, on s'est tout simplement penché sur le cas des personnes qui ont aussi fait le choix de ne pas porter plainte, parce que la peur, l'intimidation, le découragement, le défaitisme, la fatalité, l'incorporation même du fait que ce soit normal de se prendre une droite par la bac dans la rue, tous ces éléments-là font que de fait, les gens font la plupart du temps le choix de ne pas porter plainte. Aussi, j'ai oublié de le mentionner et c'est important, parce qu'ils ont peur des représailles. C'est aussi la nature de ce régime autoritaire aujourd'hui que, en fait, de dissuader les gens du quotidien, les citoyens les plus lambda, en fait, de recourir à leurs droits les plus élémentaires. La deuxième chose qu'il faut souligner là-dessus, et ça c'est pareil, c'est des choses qui sont trop peu mentionnées, c'est qui sont les personnes qui portent plainte en réalité. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont des ressources sociales, c'est-à-dire qui connaissent un journaliste, qui connaissent un avocat, qui connaissent un petit peu le droit, et qui peuvent en quelque sorte amenuiser le coût d'entrée dans une procédure, pour qui finalement la procédure n'est pas si décourageante qu'elle ne pourrait l'être pour d'autres personnes. Cette situation, elle est grave, parce que ça veut dire qu'il y a aussi un accès qui est socialement conditionné à la justice, et que les personnes qui sont les plus démunies, qui ont le moins de ressources sociales, elles sont encore plus fragilisées face à une justice qui, en tous les cas, est de toute façon peu à l'écoute de la réalité des pratiques policières aujourd'hui en France. Troisième point, s'agissant des procédures. C'est-à-dire une fois que éventuellement une plainte est engagée et qu'elle est éventuellement instruite. Je dis éventuellement instruite parce que le rapport renseigne des cas caractérisés de refus d'enregistrer des plaintes. D'accord? Donc ça c'est aussi un point à prendre en considération, c'est que en fait le scandale il est sur toute la chaîne. Il commence en manifestation, il se poursuit dans la tête des gens qui sont traumatisés, il s'enchaîne dans le choix ou non de porter plainte, il s'enchaîne encore au commissariat et il s'enchaîne encore derrière. Pourquoi? On nous parle tout le temps de l'IGPN. Alors il y a l'IGPN, effectivement, à Lyon, qui parfois mène des enquêtes. La plupart des autres enquêtes qui sont diligentées, en fait, elles sont prises en charge par un autre service, dont on a peu connaissance, qui s'appelle, donc, pour simplifier, le pôle déontologie, qui dépend, en réalité, sur le plan hiérarchique, des personnes qui commanditent les opérations de maintien de l'ordre. Conséquence, et ça c'est aussi documenté dans le rapport, on a assisté à des situations où, en fait, des classements sans suite peuvent très clairement être imputés au fait que la personne qui est missionnée pour enquêter sur un cas de violence policière, elle est statutairement dépendante en fait de la personne que virtuellement elle peut être amenée à incriminer. D'accord? Donc c'est encore une fois, voilà, encore une boîte noire de tous les scandales qui sont contenus en fait dans les opérations de maintien de l'ordre lyonnaises. Je pourrais enchaîner, et de toute façon tout ceci c'est encore une fois déroulé dans le rapport, hein, je pourrais enchaîner sur ces scandales en chaîne finalement qui encore une fois caractérise le maintien de l'ordre lyonnais depuis maintenant 2 ans. J'ajouterai simplement sur ce point-là que c'est pas, en fait, le scandale il se niche dans une logique qui est systémique, c'est-à-dire qui relève de l'ensemble d'un système. Et si le pôle de déontologie ne peut pas faire son travail dans des conditions à peu près décentes, c'est aussi lié au fait que c'est le parquet qui décide, en toute logique, de délivrer donc l'enquête ou bien à l'IGPN ou bien au pôle de déontologie. Autrement dit, en fait, le parquet a sa propre responsabilité dans le fait que des enquêtes puissent être menées de façon partiale. Donc, à nouveau, c'est bien toute la chaîne, politico-judiciaire qui doit faire l'objet d'une critique et qui doit faire l'objet d'une dénonciation. Voilà, je pourrais encore dérouler, ça sert à rien à ce stade, il y a d'autres gens qui veulent parler, mais encore une fois, donc, ce rapport, il est là pour indiquer combien le scandale, il est malheureusement en bas de chez nous, au pied de nos portes, et que pour cela, voilà, il faut encore une fois continuer à se mobiliser et surtout pas se laisser intimider. Bonsoir. Tout d'abord, bon anniversaire les Gilets jaunes, ça fait 2 ans maintenant. Et je vous parle autant de journaliste, alors j'ai pas grand chose à dire, mais on suit les Gilets jaunes depuis 2 ans et on a vu pas mal de la violence policière. Tout ce qu'on fait comme journaliste, on fait notre travail.
On filme qu'est-ce qu'on veut et on diffuse qu'est-ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. On n'a rien inventé, c'est une réalité. La violence policière, ça existe. Et voilà, c'est tout, quoi. On fait notre métier, on fait notre travail, voilà, basta. Alors, il ne faut pas que quelqu'un nous empêche, quelqu'un nous empêche de faire notre travail. Alors, ça fait 30 ans, je suis dans le métier. Ça fait 30 ans, je suis dans le... Voilà, mieux. Ça fait 30 ans, je suis dans ce métier et j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je suis d'origine allemande, ça s'écoute peut-être. Et j'ai jamais vu une censure comme ça, voilà, et tout ce qu'on veut, c'est faire notre travail, voilà, basta, c'est tout. Alors, il me manque les mots. Bravo. C'est tout. Allez. On est là. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de m'exprimer au nom des Gilets jaunes de Lyon. On va faire quelque chose d'assez bref puisque je ne suis pas très doué pour le discours. Donc d'abord, je sais, c'était un bon anniversaire aux Gilets jaunes, ça fait déjà 2 ans. Et au cours de ce mouvement, on a quand même un triste bilan en termes de victimes de répression policière. Parce qu'en 2 ans, c'est quand même plusieurs milliers de blessés. C'est un décès de Zineb Redouane à Marseille. C'est 5 mains arrachées. C'est 236 personnes qui ont été blessées à la tête, notamment par des tirs de flashball. Et c'est 25 personnes qui ont été éborgnées au cours de ce mouvement en 2 ans. Du coup, on est quand même plutôt bien placé pour parler de ces violences policières. Et cette loi de sécurité globale va nous empêcher de documenter ces violences policières et de lutter contre ces dérives. Parce que la vidéo, le pouvoir filmer la police et de diffuser les images, c'est un des rares moyens d'autodéfense populaire qu'on a face aux bavures policières. Et c'est un moyen d'autodéfense qui en plus est pacifique et n'a pas pour but d'entraîner des harcèlements de policiers, mais plutôt pour but d'informer. Et voilà. Donc si on peut constater qu'il y a une baisse d'affluence dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est notamment, c'est beaucoup à cause de cette répression policière, de ces nombreux blessés qui ont servi d'une arme de dissuasion pour faire peur et pour empêcher les gens de manifester. Et ça a été le cas pour beaucoup de manifestants qui aujourd'hui n'osent plus participer à une manifestation et aux mouvements sociaux dans la crainte de se faire agresser par des policiers. Et donc, filmer la police, ça permet d'utiliser les réseaux sociaux notamment, parce qu'on sait que les médias mainstream, entre guillemets, ont tendance à peu documenter les violences policières. Et quand les médias principaux documentent une violence policière, c'est parce que d'abord il y a une vidéo sur Twitter ou sur Facebook qui a rassemblé quelques dizaines, centaines de milliers de vues. Et c'est seulement à ce moment-là que les médias vont s'emparer de ces images et vont peut-être en parler de façon générale. Et donc cette interdiction qui vise les citoyens et également les journalistes indépendants, qui sont nombreux à couvrir le mouvement des Gilets jaunes et qui sont d'ailleurs plus nombreux que la presse classique. C'est des gens qui n'ont pas de carte de presse, qui sont souvent victimes d'intimidation de la part de la police, d'arrestations abusives, de gardes à vue non justifiées. Et c'est des gens qui vont être notamment être ciblés par la police parce qu'ils n'ont pas de carte de presse et parce qu'ils essayent de documenter ces violences. Et donc nous on soutient ces journalistes parce qu'eux soutiennent le mouvement et nous permettent d'être visibles et nous permettent d'avoir une voix. Et voilà, un dernier point aussi sur les surveillances généralisées que va permettre cette loi, avec notamment l'utilisation massive de drones et de permettre de transmettre en temps direct les images télévisées dans les commissariats, ce qui permettra d'utiliser des techniques de reconnaissance faciale des manifestants et ce qui va permettre potentiellement un harcèlement ciblé de manifestants qui sont déjà connus de la police et qui seront systématiquement contrôlés, arrêtés, mis en garde à vue de façon abusive. Et donc tout ce système de surveillance va conduire à criminaliser de plus en plus les manifestants, ce qui est déjà le cas depuis 2 ans, mais ça va uniquement s'accentuer avec cette loi, et de diminuer
diminuer la couverture médiatique et donc d'essayer de cacher toutes les dérives potentielles de la police. Donc voilà, c'est les raisons grosso modo pour lesquelles les Gilets jaunes sont, comme beaucoup de monde, contre cette loi de sécurité globale. Et voilà, je vous appelle aussi à venir nous soutenir pour les 2 ans des Gilets jaunes samedi. On a une manifestation qui partira des 24 colonnes à 14 h. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour soutenir le mouvement. Merci beaucoup. Bonjour, je vais intervenir pour l'UNEF, le syndicat étudiant. Nous, il nous semblait important d'être là ce soir parce que depuis une dizaine d'années, on observe à travers les différents mouvements sociaux qu'il y a eu contre la loi travail, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, ou récemment le mouvement des lycéens pour avoir un protocole sanitaire dans leur lycée. On voit qu'il y a une augmentation significative des violences policières en manifestation pour faire face en fait à des mouvements massifs de notre camp social contre les attaques des différents gouvernements et du patronat. On ne compte plus aujourd'hui les manifestants qui sont blessés en manifestation ou qui sont même éborgnés, enfin, c'est juste assez dramatique. En parallèle, on a vu une colère importante monter depuis plusieurs années vis-à-vis des violences policières dans les quartiers populaires qui sont le plus souvent à caractère raciste. Cet été, suite à la mort de George Floyd, c'est des milliers de personnes qui sont descendues dans le monde entier dans la rue pour exiger la fin de ces violences racistes. En France, ces mobilisations ont permis de rappeler que ces violences sont bel et bien présentes dans notre pays. On pense à Ziad Ebouna, à Théo, à Adama Traoré, à Mehdi, etc. Tous victimes d'une police violente, raciste et décomplexée. La réponse du gouvernement face à la mise en lumière de ces violences policières et leur intensification, qu'est-ce que c'est la réponse? C'est une loi sécurité globale, une loi liberticide qui prévoit la généralisation de la surveillance policière, qui est une entrave à nos droits fondamentaux, à la liberté de la presse, mais surtout un moyen de faire taire toute contestation. Dans le contexte de crise généralisée que nous traversons, il est plus que clair que la répression policière est le dernier rempart de ce gouvernement et du patronat pour étouffer la contestation et prolonger la domination économique et politique. À côté de tout ça, on a une augmentation de la répression des mouvements étudiants. Aujourd'hui, je parle pour l'UNEF, et aujourd'hui se tenait le délibéré du procès en appel de Victor Eroga, étudiant en Nanterre et militant syndicaliste et associatif, attaqué en justice pour être allé en assemblée générale étudiante lors du mouvement contre l'arrêté licence en 2018. Ils étaient accusés par la police de morsures et de tentatives de coups, et ce sans aucune preuve. Aujourd'hui, il y avait le délibéré, Victor a été relaxé, mais Roga a écopé de 10 mois de prison avec sursis et de 400 € d'amende. Cette répression des mouvements étudiants, elle est inadmissible et elle va encore être aggravée. Aujourd'hui, il y avait un grand mouvement de grève dans l'enseignement supérieur contre la loi de programmation de la recherche, une loi qui visait à privatiser la recherche et dans laquelle on trouve un tout nouvel amendement qui indique que le fait de troubler la tranquillité et le bon ordre de l'établissement, donc de l'université, devient passible de 3 ans de prison, jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il faut savoir que troubler la tranquillité, ça va de l'intervention en AG, de l'intervention en amphi, à l'assemblée générale, à l'occupation de fac. C'est une criminalisation inacceptable des mouvements étudiants et des mouvements sociaux. Mais nous ne nous laisserons pas ce gouvernement nous faire taire, nous empêcher de nous mobiliser contre la destruction de nos acquis sociaux, contre les violences policières et contre ce système qui n'a que la répression pour nous mettre à genoux. C'est tout notre camp social qui doit se battre ensemble, étudiants, salariés, chômeurs, retraités, contre la dérive autoritaire du gouvernement Macron, car ce n'est que toutes et tous ensemble que nous les ferons plier. Nous devons amplifier la mobilisation contre cette loi et ne pas la laisser passer en ayant toutes et tous ensemble un plan de bataille. Bonjour à toutes et tous, donc Raphaël pour la Jeune Garde Lyon, c'est une organisation antifasciste. Bien évidemment que les luttes pour la démocratie sont intrinsèquement liées aux luttes antifascistes. Et il est bon de rappeler que ce gouvernement et tous ces gens
vont encore nous faire la même sauce en 2022. Ils vont à nouveau se présenter comme les ennemis du Front National, comme le rempart face à l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement le gouvernement, à part servir sur un plateau toutes les armes légales pour l'extrême droite lorsque Marine Le Pen sera au pouvoir? C'est important de le dire, parce que dans le même temps, au gouvernement se déroule la préparation d'une loi contre le séparatisme, qui est en vérité une loi raciste, islamophobe, encore une fois, en invitant Marine Le Pen et tout autre islamophobe de tout poil. C'était juste pour rappeler cette réalité. Et que, malgré tout, c'est dans la rue que sera la réponse. C'est dans la rue que nous devons démontrer et faire reculer que l'extrême droite n'a pas sa place. Que malgré sa présence sur CNews et tous les autres médias, qu'on leur donne la place, que dans la rue elle n'aura jamais sa place et que toujours nous serons là, aussi présents et présentes qu'aujourd'hui. Waouh! C'est vrai que ça fout la trouille de se retrouver là ce soir avec vous pour devoir se battre contre une loi aussi scélérate et liberticide que celle que a eu la bonne idée de nous présenter la majorité présidentielle. Nous sommes réunis ce soir parce que aujourd'hui, il pèse sur notre démocratie une menace considérable et sur notre démocratie et notre état de droit. S'il y a bien une chose que la crise sanitaire n'aura pas mise à l'arrêt, c'est la folie répressive qui s'est emparée de nos gouvernements. Avec cette proposition de loi relative à la sécurité globale, la majorité présidentielle se propose ni plus ni moins de pénaliser le seul fait de diffuser des vidéos dans lesquelles des policiers ou des gendarmes seraient identifiables. Autrement dit, demain, le seul fait de sortir son téléphone portable devant un policier sera passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Cette loi entre d'ores et déjà au panthéon des lois les plus liberticides que nous avons eu à connaître. Elle est de celles qui parachèvent l'œuvre de destruction progressive de notre état de droit et qui nous fait basculer dans l'arbitraire d'un régime policier qui ne tient plus et n'est plus soutenu aujourd'hui que par sa police. Le monde d'après la crise, les jours heureux, promis par Macron pendant le confinement, ressemble de plus en plus furieusement à une abominable dystopie orwellienne, sous le prétexte fallacieux de protéger ceux qui nous protègent. Le gouvernement achève d'organiser l'impunité totale des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette loi correspond à une promesse tenue au syndicat de police. Il est emblématique que cette loi ait été préparée par M. Jean-Michel Fauvergue, député LaREM, lui-même ancien patron du RAID et donc policier. On a affaire à une loi de police faite par la police pour la police. L'objectif clairement poursuivi est de permettre à la police de faire ses basses besognes incognito, de faire taire toute contestation politique qui pourrait s'élever contre la politique destructrice menée par la majorité. Et en contrepartie, il est donné à cette même police la garantie de ne plus jamais avoir à répondre de ses actes par la moindre poursuite judiciaire ou disciplinaire, plutôt que d'accepter la réalité des violences qui ont toujours été de manière constante occultées par le pouvoir. Ce dernier s'enfonce une nouvelle fois dans le déni de la réalité et accentue encore par là même la répression de tous les mouvements contestataires. Mais alors si le pouvoir protège la police, qui elle-même protège le pouvoir, qui va protéger les populations ? Si nous ne pouvons plus rendre compte de la manière dont le pouvoir entend assurer le maintien de l'ordre
dans l'espace public, alors nous serons tous inévitablement livrés à l'arbitraire d'un pouvoir brutal qui, faute d'être en mesure d'apporter la moindre réponse politique, ne sait plus gouverner que par la force. Sans la possibilité de diffuser les images des policiers en intervention, plus aucune victime ne sera en mesure de déclencher la moindre procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Sont ainsi directement menacés notre droit à l'information, mais aussi les droits de la défense, et par extension, notre droit de manifester, de se rassembler, notre liberté d'opinion, bref, ce qu'on appelle encore naïvement nos libertés publiques. Or, c'est bien là tout le contraire de la démocratie. La finalité de cette loi est d'extraire la police de tout contrôle démocratique de son action par les citoyens et les journalistes. La démocratie, ça consiste précisément à soumettre l'action du pouvoir politique au contrôle scrupuleux des citoyens. C'est ce que nous rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en son article 15 qui dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Dans une démocratie qui serait encore digne de ce nom, les gouvernants, mais aussi l'ensemble des fonctionnaires, et donc les policiers, doivent impérativement devoir rendre des comptes à la société tout entière. La police qui revendique le monopole de la contrainte physique légitime ne saurait échapper à ce contrôle démocratique. C'est pourquoi nous devons rappeler au ministre de l'Intérieur qu'il n'a aucune promesse à tenir auprès des policiers. Au contraire, il devra lui aussi rendre des comptes sur son action auprès du peuple français. Bien sûr, c'est nous qui le payons, c'est notre Nous voulons rappeler aux policiers également une règle élémentaire qui est elle aussi énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme à son article 12 et qui dit clairement « La force publique est instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Autrement dit, tant que la police demeurera fidèle à sa véritable mission, qui est de protéger les populations et non pas le pouvoir qui les malmène, et tant qu'elle interviendra dans le strict respect du cadre légal, qui est le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, elle n'aura pas à rougir de son action, mais sitôt qu'elle s'en éloignera et qu'elle s'éloignera de cette ligne de conduite, elle devra, bien entendu, elle aussi, rendre des comptes. Cette loi scélérate concerne naturellement les militants, celles et ceux qui aujourd'hui résistent et luttent et qui refusent d'assister passivement à la destruction de notre modèle social, à la destruction de l'hôpital public, à la destruction de la planète. Mais elle concerne aussi tout le monde. Peu à peu, ce sont les conditions d'existence de tous qui sont menacées, et toutes celles et ceux qui voudront un jour se battre, lutter, résister pour défendre leur dignité, seront à leur tour menacés. Et c'est ainsi que nous assistons pas à pas à une extension progressive du domaine de la répression. C'est d'abord les quartiers, comme l'a rappelé Naguib, les premiers à avoir alerté, à avoir été victimes de ces violences policières, puis sont venus les gilets jaunes, les cheminots, les étudiants, les lycéens, les sapeurs-pompiers, même les soignants, qui hier encore étaient érigés comme des modèles d'héroïsme lors du confinement, et que cette majorité silencieuse daignait à l'occasion applaudir à ses fenêtres. Même les soignants ont subi une répression policière violente et ont goûté à la matraque et au gaz lacrymo. Demain, qui sait, peut-être les commerçants rejoindront nos rangs. Si nous ne voulons pas perdre tout espoir de changer les choses, si nous voulons conserver l'espoir de bâtir un monde meilleur et de construire une véritable alternative aux politiques néolibérales qui nous sont imposées, nous ne pouvons nous permettre de perdre cette bataille. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui
que fort des valeurs de la République française et de la Déclaration des droits de l'homme, nous n'abdiquerons pas nos libertés fondamentales. Nous ne renoncerons pas, quoi qu'il en coûte. Nous n'abdiquerons pas notre droit de manifester en toute sécurité, de nous réunir, de nous exprimer. Nous ne renoncerons pas au droit d'informer les populations. Nous ne renoncerons pas à notre droit le plus élémentaire, qui consiste à opposer les images de la réalité des violences à celles et ceux qui les auront perpétrées. Que cela vous plaise ou non, nous n'aurons de cesse de vous confronter aux images insoutenables de vos victimes qu'il vous faudra bien regarder en face. Nous continuerons à filmer, à documenter, à diffuser massivement les images de violences policières partout où elles se produiront. Nous n'abdiquerons pas à notre pouvoir de surveillance démocratique. Nous vous surveillerons et nous n'hésiterons pas à demander des comptes à tous les responsables politiques et décideurs pour toutes les horreurs auxquelles nous devons faire face, au seul motif d'avoir essayé d'exercer nos libertés publiques et fondamentales. Nous continuerons à demander justice pour Adama Traoré, à demander justice pour Théo, à demander justice pour Geneviève Leguet, à demander justice pour Arthur, pour Cédric Chouviat, pour Zineb Redouane, pour Steve Bayakanisso et pour tous ces et ceux qui aussi sont tombés sous les coups de la police. Sinon, pour info, c'était Julien Bartoli, membre du CNNR. Je ne même pas te présenter, je crois. Pierre, tu voulais prendre la parole un peu? Ouais, bonjour à toutes et à toutes. Déjà, c'est quand même impressionnant de voir qu'il y a autant de monde, oui, je suis un peu plus petit, qui est présent aujourd'hui à ce rassemblement. Donc simplement, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites et qui sont toutes très vraies. Ce soir, la situation actuelle, que ce soit dans la gestion de la crise sanitaire, que ce soit dans le déferlement de la réaction, elle est organisée au niveau de l'État et elle montre une chose, c'est que l'État c'est pas un arbitre, l'État c'est pas le garant de la démocratie, l'État c'est l'outil de la dictature des monopoles, c'est l'outil de la dictature du capital et aujourd'hui on le voit très bien. À aucun moment donné il faut qu'on se berce de cette illusion que par aucun canal, que ce soit les canaux démocratiques complètement fantoches de cet État-là, on pourra gagner la dignité, on pourra partir à la conquête d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. Non, cet État-là, c'est l'État des capitalistes, et il le montre très bien dans sa gestion de la crise, quand il détruit l'hôpital public, quand il détruit tout sur son passage, qu'il casse l'emploi, qu'il donne 5 milliards d'euros pour une seule entreprise, Renault, un grand monopole, et que derrière ça, Renault licencie 5000 salariés. Voilà, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est l'augmentation du chômage de masse, c'est la destruction de tous nos conquis sociaux, c'est un rouleau compresseur, et aujourd'hui, évidemment, il faut se battre contre ça. Je rajouterai simplement une chose, demain, avec la jeunesse communiste, on organise un rassemblement à Lyon 1 contre l'expulsion d'un étudiant tchadien qui est père de famille et que parce que l'université ne veut pas reconnaître son diplôme, parce que l'université aujourd'hui, en tant qu'institution, elle organise la répression des étudiants étrangers, eh bien il va être envoyé dans son pays, le Tchad, et voilà. Il est père de famille, il étudie ici, il travaille ici, on exige qu'il puisse avoir son diplôme, donc ce sera demain à 14 h à la Doua, devant la bibliothèque universitaire. Donc si vous pouvez être présents et présentes massivement demain pour soutenir ce camarade, merci à vous. Passez tous une bonne soirée, on lâchera rien, par la grève, par la mobilisation, on détruira cet État-là et on construira une société nouvelle de travail, de dignité, de paix et de liberté, dirigée par nous les travailleurs qui seuls produisons la richesse et qui seuls devons pouvoir décider de comment elle est répartie dans la société. Merci à vous. Je vais clore ces prises de parole en remerciant toutes les personnes qui ont bien voulu parler devant nous et à vous tous et toutes d'être présents pour défendre la liberté dans ce pays. Aujourd'hui, on est à peu près 2500. On vous appelle, il y a eu des rassemblements en France aujourd'hui, à Paris, à Marseille, à Chalon-sur-Saône.
au Mans, à Rennes, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Grenoble, Valence, Villefranche-sur-Saône, Aix-en-Provence, les Ulysses, Saint-Avold, Troyes, Saint-Nazaire, Colmar, Strasbourg, et dans les jours qui viennent, Le Havre, Périgueux, Dunkerque, Lille et Chambéry hier. On est content de se retrouver tous ensemble pour cette heure pour plus qu'une heure d'activité physique par les temps qui courent. On fait la photo ou pas? Alors on va vous distribuer à ceux qui sont là des photos des violences policières. On voudrait faire une photo pour montrer que ces photos ne pourront plus être prises si cette loi passe. Je vous laisse distribuer. Si la personne qui les avait, elle les a encore, mais non. Bon, j'avance. Il faut qu'on reste tous et toutes mobilisés jusqu'au retrait de la loi. On demande le retrait de cette loi. Elle va passer. La loi doit passer à l'Assemblée nationale le 24 novembre. On vous appelle tous et toutes à être là à nouveau le 24 novembre pour protester contre l'adoption de cette loi. Donc soyez vigilants, suivez les réseaux sociaux et passez le mot tout debout, il faut qu'on soit 3000. D'ici là, ne relâchez pas la pression. C'est possible de faire des campagnes téléphoniques et par mail pour interpeller les députés. Sur les sites de la Quadrature du Net et de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, vous pouvez aller écrire à vos députés. N'hésitez pas à les appeler et à leur écrire pour leur demander de ne pas voter cette loi. Il y a une pétition également à signer, n'hésitez pas à aller la signer. Relayez le hashtag Stop Loi Sécurité Globale. Postez des photos de violences policières avec le hashtag. Cette photo n'existera plus. Aujourd'hui, on ne veut pas que les pouvoirs de la police nationale soient transférés aux polices municipales et aux sociétés de sécurité privées. On ne veut pas être surveillé par des drones. On veut pouvoir se défendre contre les abus de pouvoir de la police nationale et de la gendarmerie quand ils existent. C'est notre intérêt, c'est le sien et c'est celui de toute la société. Merci à tous et toutes. Oui, je suis jeunesse communiste. Pourquoi c'était important pour vous de vous déplacer là ce soir? C'est-à-dire sinon on ne se déplace pas, chacun reste chez lui dans son coin et le gouvernement il fait ce qu'il veut. Donc il faut bien protester, hein. Même si on n'est pas nombreux, mais il y a quand même du monde. Mais bon, il faut protester, quoi. Il faut continuer les protestations, malgré que le gouvernement il fait tout pour nous empêcher d'aller manifester et pour qu'on conteste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Oui, merci, oui, bonne soirée. Je déteste mon masque, je crois que je ne supporte pas. Monsieur Guimpel, bonsoir. Bonsoir. Vous voulez nous parler un petit peu des drones qui font partie un peu de ce projet de sécurité globale? Oui, la question des drones est une question excessivement importante aujourd'hui. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix et depuis de très nombreuses années, nous dénonçons ce que nous appelons l'israélisation de la société française. En effet, la France, depuis très longtemps, travaille de la main dans la main avec les forces de sécurité israéliennes pour la répression globale de la population française et les méthodes qu'Israël vend à la France, ce sont des méthodes de répression basées sur la surveillance à partir de drones. La société Elbit principalement vend des drones à l'Europe
pour surveiller la Méditerranée et la progression des bateaux des migrants. La société Elbit vend des drones à l'armée française et à la police. Et la société Elbit vend des drones à des villes comme Nice, à la ville comme Lyon très probablement, des drones qui sont utilisés tous les jours pour la surveillance et la répression des populations civiles. C'est ce que nous appelons depuis longtemps l'israélisation de la société. Merci beaucoup. Police nationale, unité capitale. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie d'une organisation en particulier, un syndicat, un parti? Non, je viens juste perso. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant que citoyen, de venir ce soir? Parce que c'est important que la police puisse être contrôlée et aussi par les citoyens qui puissent la filmer. Et voilà, je trouve ça important d'être là. En plus dans une situation particulière de confinement, d'état d'urgence sanitaire et tout ça, c'est important je trouve. C'est important pour vous même de braver le confinement pour être présent ce soir? Bah c'est pas braver puisqu'on a l'autorisation de le faire en plus, donc j'ai rien à braver. Je suis ici légalement en plus. J'imagine que vous serez aussi là le 24 novembre en suivant l'appel qui a été passé tout à l'heure à la fin des prises de parole. Ah bah je savais même pas qu'il y avait une autre manif le 24, donc sans doute maintenant que j'y serai, maintenant que je le sais. Merci de m'en informer. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Atelier Bravo aussi. Très intéressant le communication. La
Hein. Ça commence à se vider. Hein. Ah oui, bah c'est normal, t'inquiète. Vous êtes 12, 28. C'est le président de la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nous avions vous donner, n'inquiète pas. Bonsoir. Vous faites partie d'une association, d'un syndicat peut-être, quelque chose comme ça ou... Non, pas du tout. Vous êtes simplement là en tant que citoyenne quoi. Exactement. Pourquoi c'était important pour vous de venir en tant que citoyenne ce soir? Parce qu'aujourd'hui on renie nos droits tout simplement et que faut agir pour informer un maximum de personnes. Et voilà, c'est important d'être là et de montrer qu'on ne tolère pas ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a trop de choses qui vont mal aujourd'hui et on ne peut pas rien faire, surtout notre génération en fait. Là, pour ce soir, principalement, c'est pour la loi de sécurité globale. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette loi? Ce qui nous choque le plus, il y a beaucoup de choses en fait, dans le sens où déjà droit de blasphème en France, donc en fait ça va un peu que dans un sens, j'ai l'impression. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, on a les moyens de montrer des choses, de dénoncer, donc via des réseaux qui est très viral par exemple, donc du coup ça va très très vite l'information. Donc le fait qu'on n'ait plus le droit de filmer ce qui se passe en France, c'est quand même quelque chose, c'est une première étape, mais ça peut paraître assez petit en fait pour certaines personnes, sauf que si on tolère à chaque fois une nouvelle loi qui interdit à chaque fois des petites choses comme ça, à la fin en fait on sait pas du tout où on va et en tant que jeune je trouve ça grave quoi. Donc voilà, comme disait ma collègue, je trouve que c'est important qu'on soit tous là parce qu'on se rend vraiment compte de la chose et en participant à la manif de manière, on va dire, pacifique, c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment un souci et qu'il faut agir. Parce que aussi là, le 24 novembre, il y a un appel qui a été passé à la fin de prise de parole pour une nouvelle manifestation comme celle-ci le 24 novembre. Vous serez présente à nouveau? Ouais, carrément. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important qu'il y ait un maximum de personnes qui se mobilisent aujourd'hui. C'est pas forcément cette manifestation qui va changer quelque chose, mais vraiment le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui s'y intéresse, le fait qu'il y ait des médias comme vous qui en parlent aussi, ça va permettre d'informer un maximum de personnes et c'est ça qui pourra peut-être faire bouger les choses, j'espère. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous deux. Merci. Au revoir. C'était Droit Citoyen à Lyon, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. C'est la police!